ماناش خبراء. ما احناش خبراء، الناس كلها خبراء، والخبراء عندهم دور كبير يعني في تنشيط الحياة. اي ديما تزين انت ديما. تونس دابا 11 مليون خبير اقتصادي تو. Je pense que le live a démarré. C'est important, leur présence est importante. Tu nous envoies le lien, Mourad, et qu'on peut le partager sur nos propres pages. Bien sûr, oui. Alors, marhaba bikoum, bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre à nous pour ce webinaire. Alors, juste une question. Mourad, on peut le partager sur nos pages. Bien sûr. Bien sûr, et je vais le faire. À partir de Atu. Le live a démarré. C'est important, leur présence est importante. Oui, le live il a démarré déjà. Hop. Alors, commencer. Bon, voilà. Voici, je viens de partager le lien. Bienvenue à tous à ce webinaire organisé par la TUJ. On est content d'avoir beaucoup de participants aujourd'hui. La TUJ, c'est l'association des Tunisiens des grandes écoles. La session d'aujourd'hui est consacrée à un thème assez spécifique qui est l'impact de la crise du Covid sur l'économie tunisienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais, et afin de permettre aussi à la majorité des participants de se connecter et de nous rejoindre, on va prendre 2 minutes pour parler des actions de solidarité de la TUJ. Et avec nous, Karim Jbeli, président de la TUJ France. Karim, à toi la parole. Merci Mourad. Donc, comme tu viens de dire, Lyoum, on est un peu victime de la réussite de ce webinaire. On est à plus de 1200 inscrits. Mais vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à vous connecter sur Zoom, vous pouvez suivre le webinaire sur le live Facebook, sur la page ATUJ. Et en attendant que tout le monde se connecte, je voudrais commencer par présenter les initiatives de l'ATUJ pour soutenir la Tunisie dans le Covid-19. Donc, la première initiative, est l'organisation d'une campagne de collecte de fonds pour soutenir les hôpitaux et le staff médical en Tunisie. Lyoum, grâce à la générosité de nos donateurs, on a pu récolter 120 000 euros de dons. Et on a pu surtout aider une dizaine d'hôpitaux dans plusieurs régions, comme vous pouvez le voir ici sur la carte, Fikbelli, Seliena, etc. Et surtout, nous avons d'autres demandes des hôpitaux en Tunisie, avec la campagne se poursuit. Et on commence à voir les impacts sociaux et économiques de cette crise en Tunisie. Donc, première partie, qui a été versée sur le compte de la Maison de Tunisie, à l'étranger. Il y a aussi d'autres actions sociales qui sont en cours en partenariat avec d'autres associations, que ce soit en France ou en Tunisie, pour aider les familles nécessiteuses fitouantes. La deuxième initiative qu'on a mis en place depuis plusieurs semaines, c'est cette série de webinaires, tel que le cas aujourd'hui, autour de principalement 3 thématiques: santé, culture et investissement. Investissement, c'est tout ce qui est entrepreneuriat, finance et économie. Avant de te passer la parole, Mourad, je voudrais bien sûr remercier nos chers invités. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Mourad. Merci beaucoup Karim. Alors bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Encore une fois, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors dans ce webinaire, nous parlerons de l'impact de la crise du Covid sur l'économie tunisienne. Nous allons parcourir ensemble les mesures déjà en place et essayer de constituer des axes d'amélioration basés sur bien sûr les réflexions de nos invités. Alors, on est ravis aujourd'hui d'accueillir un panel exceptionnel pour ce webinaire composé d'universitaires, d'économistes et de hauts fonctionnaires. Alors, nous accueillons donc M. Liasse Jouini, professeur des universités et ancien ministre. Je rappelle que vous êtes fondateur de la TUJ, Marhabik Liasse. Avec nous également M. Hakim Ben Hamouda, économiste et ancien ministre. Je tiens à vous féliciter pour votre nomination hier au board de l'Euro-Mediterranean Economics Association. Mabrouk. Merci Aïchk. Et on accueille aussi M. Abdelrazek Zoueri, qui est professeur des universités
et ancien ministre. On est aussi content d'avoir avec nous Anis Marakchi, qui est haut fonctionnaire et au sein du ministère de l'économie et des finances en France. Merci beaucoup, Mourad. Alors aujourd'hui, on est une équipe animée à modérer ce webinaire organisé par le Club Finance de la TUJ. Je commence par me présenter. Je suis Mourad Nif, je suis le responsable du Club Finance à la TUJ France et je suis dans la vie spécialiste de solutions pour la gestion d'actifs. Je suis accompagné de mes coéquipières, Inès Trougette, qui est maître conférencier en économie. Elle est chercheuse et associée aux Nations Unies, UNECA, à Rabat. Donc Inès va modérer le débat avec nos intervenants. On a aussi avec nous Marwa Hili, qui travaille à l'inspection générale d'une grande banque. Et Marwa recueillera vos questions posées sur Zoom et les restituera aux intervenants à la fin du webinaire. Et donc enfin, on ne la voit pas ici avec nous, on a aussi Rihab Arfidi, qui est consultante en système d'information et qui va gérer, elle, les questions que vous posez sur Facebook Live. Alors, juste d'un point de vue technique, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, vous pouvez interagir à tout moment avec nous en posant vos questions avec le bouton QR que vous pouvez voir en bas de votre écran. Et vous pouvez en plus voter sur les questions déjà posées. Ça nous permettrait de prioriser les questions et de les poser aux intervenants à la fin. On va aussi vous poser quelques sondages. Donc, il y aura quelques pop-up qui vont apparaître de temps en temps. Et puis pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, vous avez la possibilité de nous soumettre vos questions dans les commentaires. Nous tâcherons à les compiler et à les poser à la fin du webinaire. Alors je reviens juste pour la partie introductive maintenant. Donc avant de donner la parole à nos intervenants, faisons un tour d'horizon sur ce qui a été... voilà. Alors, faisons un tour d'horizon sur les mesures prises jusque-là par le gouvernement et la Banque centrale de Tunisie et regardons ensemble quelques chiffres de prévision économique ainsi que les recommandations déjà citées. Alors, il s'agit ici d'un travail de synthèse, donc on ne va pas être vraiment exhaustif, c'est juste à titre de rappel. Alors, sur le plan budgétaire, le gouvernement est venu à la rescousse de l'économie tunisienne grâce à une batterie de mesures. Les plus importantes à nos yeux sont le report et l'allègement des échéances fiscales, la création d'un mécanisme de sauvetage du secteur touristique, une ligne de financement pour les PME, la création d'un fonds d'investissement pour les entreprises stratégiques, la réquisition de participants dans certaines entreprises stratégiques, une aide aux infrastructures de santé, une aide aussi pour le secteur culturel, une certaine relaxation pour les entreprises, des relaxations de contraintes pour les entreprises totalement exportatrices, et pour les particuliers, il y avait eu aussi la distribution des aides sociales. Nous avons affiché aussi les montants pour votre information. Maintenant, sur le plan monétaire, la BCT, la Banque centrale de Tunisie, a procédé à plusieurs décisions également. Il y avait eu tout d'abord la baisse du taux directeur de 7,75% à 6,75%. D'autres mesures ont été prises également pour les banques pour assouplir les mécanismes de financement et de liquidité. Il y avait eu aussi des décisions liées au report des échéances des crédits pour les entreprises et les particuliers. D'un point de vue de la distribution des dividendes et de rachat des titres, ça a été suspendu pour les banques. Et enfin, il y avait eu aussi le transfert des frais de séjour pour scolarité et formation professionnelle pour les étudiants qui sont à l'étranger afin de leur verser l'argent. Alors, au total, ce plan de sauvetage budgétaire pèse 2,5 milliards de dinars, ce qui représente à peu près 2,2% du PIB. Selon certains analystes, cela reste en deçà des pays similaires ou de ce qui a été entrepris dans d'autres pays. Alors, si on regarde maintenant côté recettes, il y avait eu plusieurs moyens de financement grâce à des contributions et à des dons de pays, d'organismes nationaux, internationaux et d'initiatives locales. Donc ici, sur ce graphe, on montre les plus grands contributeurs aux moyens de financement. Il s'agit de l'Union européenne et du FMI. En globalité, cela constitue une somme de 6 milliards de dinars.
Et puis, si on parle des perspectives économiques en Tunisie et ailleurs, les prévisions sont plutôt dans le rouge. Le FMI prévoit une contraction de 4,3% pour la Tunisie en 2020. À l'échelle des pays européens, en Union européenne, la Commission européenne a publié ce matin le chiffre de la prévision de croissance de moins 7,7% pour 2020, avec un rebond de à peu près 7% pour 2021. Et puis à l'échelle mondiale, le FMI prévoit une contraction de 3% pour tous les pays du monde. Alors, si on parle maintenant des recommandations, et si on veut vraiment synthétiser tout ce qui a été fait par le passé, tout ce qui a été publié par le passé par les différents organismes nationaux et internationaux, on peut citer que la Banque mondiale préconise la transparence sur les questions économiques critiques dans la dette publique et l'emploi. L'Institut tunisien des études stratégiques également a publié des recommandations. Il s'agit d'une stratégie à 3 phases pour, premièrement, préserver les secteurs vitaux, deuxièmement, assurer le redémarrage de l'économie et troisièmement, bâtir une stratégie de l'après-Covid. Et puis d'autres organismes suggèrent plutôt la digitalisation, le soutien à l'entrepreneuriat ou bien l'intégration ou encore l'intégration de l'économie parallèle. Alors, nos interrogations dans ce webinaire, je sais que le thème il est assez vague, mais on a essayé vraiment de structurer nos pensées autour de 4 thématiques, 4 volets qu'on va traiter séparément tout au long de ce webinaire. La première thématique concerne les entreprises, les PME et les secteurs les plus touchés par la crise du Covid. Donc, que faire en plus de ce qui a été fait pour soutenir ces PME? Deuxième thème, il s'agit de l'économie informelle, comment l'intégrer en plus dans le circuit formel et comment apporter de la transparence aux institutions de l'État, tel que suggéré par la Banque mondiale dans son rapport. Le troisième volet concerne la BCT, donc la politique monétaire, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Et puis, enfin, le quatrième volet concerne la stratégie long terme. Quelle stratégie nationale adopter post-Covid dans un contexte mondial assez bouleversé? Voilà donc pour cette mise en contexte. Je passe maintenant la parole à ma coéquipière Inès, qui va poser les questions aux intervenants et qui va guider le fil directeur du webinaire. À toi, Inès. Eh bien, merci Morad et Karim pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire sur l'impact du Covid-19 sur l'économie tunisienne. Donc, durant ce webinaire, nous allons analyser les politiques actuelles appliquées par le gouvernement, proposer des mesures de sortie de crise. Ensuite, on va discuter des politiques pour voir comment on peut relancer l'activité économique et enfin des recommandations qui vont permettre à la Tunisie d'être peut-être moins vulnérable au choc. Donc, commençons maintenant avec le premier volet qui porte sur le manque de moyens financiers à la disposition des entreprises pour affronter la crise. Et ma première question est pour M. Jouini. Donc, M. Jouini, à notre connaissance, les entreprises n'ont pas encore bénéficié de report des échéances de crédit telles que mentionnées par la Banque centrale de Tunisie. De plus, on leur a imposé le paiement de salaire et les autres mesures sanitaires. Par exemple, assurer le transport des salariés, la désinfection des locaux, assurer les masques et les gels pour les salariés. Notons aussi que leur prix a beaucoup augmenté. Donc, actuellement, les entreprises font face à un grand problème de liquidité. Les charges augmentent et en face, il n'y a pas de recettes. Alors, qu'en pensez-vous de ces mesures? Quelles sont les lacunes dans ces mesures et comment le gouvernement peut réagir pour apporter du soutien aux entreprises? Monsieur Jouini, c'est à vous. Bien, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je voudrais en profiter également pour féliciter la TUJ pour son action et puis je peux dire que je suis vraiment fier de la TUJ et des acteurs de la TUJ. Alors, la situation, on en est tous conscients, est extrêmement difficile, extrêmement complexe et je voudrais juste commencer par citer La Fontaine qui écrivait dans une de ses fables « Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne, est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne ». Et je voudrais dire que toutes les actions qui ont été conduites jusqu'à présent par le gouvernement et par la Banque centrale, et pourtant ça n'est pas forcément mon tempérament que de saluer et féliciter, mais je crois que toutes ces actions vont dans la bonne direction. En revanche, évidemment, vous le signalez, il y a un certain nombre de problèmes
de mise en œuvre, de promesses qui ne sont pas encore tenues. Et donc, la question est comment faire pour faire converger toutes les énergies, toutes les actions dans la bonne direction, et les bonnes intentions ne suffisent pas. Alors, vous m'excuserez de… alors, est-ce que vous voyez mes slides? Oui. Bien, donc Oui. je voudrais, si vous me le permettez, faire un petit retour en arrière. Parce que, à mon avis, il ne s'agit pas juste de trouver comment redémarrer la machine et trouver le bon combustible pour faire redémarrer la machine. Je ne nie pas le fait que les entreprises aient besoin de liquidités, je ne nie pas qu'elles font face à des difficultés sérieuses, mais la question n'est pas seulement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour tel ou tel. En tout cas, à l'échelle globale, je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus approfondie que nous devons d'avoir collectivement et qui est celle de comprendre quels rouages sont abîmés, pourquoi ils sont abîmés et comment faire surtout pour embarquer le machiniste et les passagers dans le train. Alors, vous m'excuserez de revenir en arrière. Certes, l'histoire ne se répète pas, mais elle est claire. Si je reviens à 2011, nous étions face à la faillite d'un modèle, c'est-à-dire un modèle d'économie qui était incapable de distribuer la croissance, malgré des plans de lutte contre la pauvreté, malgré la compensation des prix. On le sait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous étions face à une économie avec peu d'emplois productifs, peu d'emplois qualifiés et un système qui était générateur d'inégalités. Nous étions en fait face à un système à accès contrôlé dans lequel une coalition dominante, dont les membres jouissent de privilèges et d'un accès facilité aux emplois, aux agréments, au financement, eh bien, cette coalition dominante a tout intérêt à préserver l'entre-soi. Et cela s'exprime sous la forme de contraintes, notamment légales, qui sont nombreuses, souvent contradictoires. Évidemment, tout le monde s'en plaint, mais il y a ceux qui peuvent les dépasser et ceux qui ne pourront jamais les dépasser. Et c'est en ça que ce modèle crée des inégalités parce qu'il y a ceux qui ont accès à l'information, ceux qui ont accès au pouvoir, ceux qui ont accès aux organes de décision et ceux qui n'y ont pas accès. Et de fait, on a vu apparaître des monopoles, des cartels, et l'informel lui-même est en fait un élément de l'économie de rente parce que dans l'informel, on le sait bien, il y a de l'informel sur lequel on ferme les yeux et de l'informel sur lequel on ne ferme pas les yeux. On ne ferme pas les yeux sur l'informel de Bouazizi, mais on ferme les yeux sur d'autres informels beaucoup plus puissants et beaucoup plus importants. Alors, 2011, en fait, je remonte encore plus loin dans l'histoire, ça fait suite à 2008, la grande récession dans laquelle on a vu, à cause d'un choc économique mondial, la réduction de la taille du gâteau. Du coup, la coalition dominante s'est resserrée autour de ces éléments les plus puissants. Donc, affaiblissement de la coalition dans son ensemble, rupture des digues, et, comme le dit Douglas North, dans un État à accès fermé, violence et guerre civile sont une menace permanente avec pour objectif de renégocier la répartition des privilèges. Et c'est ce à quoi on a assisté en 2011, en fait, un soulèvement pour rejeter le système tel qu'il était. Et depuis 2011, à quoi assiste-t-on? La coalition a certes changé, il y a de nouveaux acteurs qui ont émergé, de nouvelles rentes se sont mises en place, de nouvelles richesses ont vu le jour, mais les règles du jeu sur le plan économique et social sont restées inchangées. Et on l'a vu notamment, on a pu le mesurer à l'aune du premier tour des élections présidentielles, qui ont balayé tous les anciens présidents, ministres, présidents de l'ARP, chefs de gouvernement, et donc tous les anciens gouvernements depuis 2011, pour retenir à l'issue du premier tour deux candidats, l'un qui a mis en avant le pouvoir au peuple et la lutte contre la corruption, et l'autre qui a joué la carte de la compassion, de la charité et du partage. Et donc, dans les deux cas, la demande populaire était une demande pour une voix plus importante pour le tout un chacun, une voix plus importante pour le commun des mortels. Début 2020, juste avant la crise du Covid, où en sommes-nous? Une économie parallèle qui est devenue dominante, un État affaibli, l'absence de contrôle du financement politique qui n'a pas été mis en place. Donc, depuis 2011, on a légiféré surtout
sauf sur le financement politique, ce qui a renforcé le clientélisme et les rentes, explosion de la dette, le service de la dette contraint de plus en plus les autres dépenses dans le budget de l'État et donc la dette est de plus en plus difficilement soutenable. On a vu apparaître de nouvelles formes d'action sociale, Jemna, Fechnestane, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc le Covid est venu rajouter un élément explosif à une situation qui était déjà fortement dégradée sur le plan économique et sur le plan social, une situation pour laquelle nous n'avons pas tiré du tout de conclusion depuis 2011 et pour laquelle il n'y a pas eu d'action positive depuis 2011. Et si nous n'avons pas une réponse structurée, eh bien, les tensions sociales pourront avoir des effets ravageurs, et je pèse mes mots. Les tensions sociales pourraient, dans les prochains mois, avoir des effets dévastateurs dans notre pays. Alors, on a parlé du financement, des actions. Je pense que d'abord, il faut explorer toutes les pistes pour les financements. Explorer toutes les pistes, et même celles qui pouvaient sembler inimaginables il y a peu, puisque tous les cadres traditionnels, on l'a vu en Europe, on l'a vu ailleurs, tous les cadres traditionnels ont sauté. Donc, parmi les possibilités, il faut envisager la renégociation de la dette publique et privée. J'ai mis le « et » en majuscule parce que c'est moins commun, mais évidemment, ce n'est pas la Tunisie seule qui peut le faire, mais dans le cadre d'une concertation internationale, il est possible de mettre la pression sur les bailleurs de fonds publics et privés pour des moratoires, pour des renégociations, pour des reports. Et je pense que là-dessus, nous devons avoir une diplomatie économique extrêmement efficace et extrêmement offensive pour aller dans ce sens. On peut envisager l'endettement intérieur, un endettement intérieur qui soit donc des emprunts lancés en interne et qui soient bien plus importants que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et évidemment, pour que ce soit intéressant pour l'État, à taux bas et durée longue, ce qui est en fait une forme de taxation des investisseurs. Il y a la piste, évidemment, de la monétisation de la dette et de la planche à billets, mais j'attire l'attention sur le fait que c'est la chose la plus facile à mettre en œuvre à court terme, puisqu'il suffit de monétiser la dette, c'est une simple décision, mais à moyen terme, à long terme, le risque, c'est qu'elle pèse sur les moins favorisés, tout simplement parce que ça n'est pas systématique, mais si jamais la monétisation induit de l'inflation, eh bien l'inflation, c'est l'appauvrissement de ceux qui, des retraités, des salariés, de tous ceux qui sont dans la classe moyenne et dans la classe inférieure. Et puis, il y a l'impôt. Et pour ma part, je milite pour un impôt de solidarité sur le patrimoine. Pour moi, ça serait une ressource de recettes pour l'État, mais ça serait surtout le fondement d'un nouveau pacte social. Un nouveau pacte social qui permettrait d'afficher un objectif de justice sociale et de redistribution, de cibler directement les plus fortes capacités contributives, de ne pas interférer avec le marché parce que ça ciblerait les personnes et non les entreprises. Or, vous constaterez que pour l'instant, dans tous les dons, et je salue toutes les entreprises qui ont fait des dons et des dons conséquents au 18-18, la plupart de ces dons sont venus d'entreprises et non pas d'individus en volume. Or, les entreprises sont à protéger. Les individus qui ont du patrimoine conséquent, eh bien, il est logique et il est même souhaitable qu'ils contribuent et de manière structurée et non pas par des taxes ad hoc avec des appels à contribution à la fois volontaires mais quasi forcés, avec des impôts exceptionnels qui apparaissent une année, qui disparaissent une autre. Donc, ça serait la possibilité de mettre en place quelque chose de structuré et au passage d'inciter à investir de manière plus efficace le patrimoine non productif. Alors, pour moi, outre la question des financements, la stratégie post-Covid passe par le fait de faire sauter les verrous. Il faut faire sauter les verrous de l'économie de rente et de la corruption qui vont de pair et qui sont un frein à l'investissement. Et je me doute que mon ami Anis Malak y reviendra là-dessus. Il s'agit aussi de se repositionner sur la chaîne de valeur. On va pouvoir jouer à plein la proximité géographique et stratégique avec l'Europe. La crise actuelle a montré que les distances étaient un problème.
On ne voyagera plus demain comme on voyage aujourd'hui. On ne délocalisera plus de la même manière. Je ne dis pas que chaque pays va relocaliser parce que c'est totalement impossible, mais on ne délocalisera pas de la même manière. Et nous avons donc une carte à jouer, que ce soit en matière de sous-traitance, pour laquelle nous avons un historique important, mais plus généralement, attirer d'autres délocalisations, même en matière de tourisme, la proximité avec notre bassin naturel de touristes peut être un point fort si on joue bien cette carte et si on se met au niveau des attentes de ces populations. Également dans le numérique, dans la santé et dans l'enseignement supérieur, je crois que sur ces différents secteurs, il y a vraiment des choses que l'on peut faire de manière efficace. Et tout ça en nous positionnant, nous, la Tunisie, au cœur d'un axe Afrique-Méditerranée-Europe, dans lequel nous sommes géographiquement au centre, mais nous avons la possibilité de l'être aussi économiquement et logistiquement. Mais tout ça, ça suppose d'agir dès aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous parler de lendemain meilleur, je suis en train de vous dire d'action immédiate, parce que c'est maintenant que la guerre se prépare. C'est maintenant que les entreprises sont en train, dans le monde, de repenser leur organisation. C'est-à-dire qu'il faut que l'on pense à notre communication à l'extérieur et à l'intérieur. Vis-à-vis de l'extérieur, je ne prendrai qu'un exemple parce qu'il est tout récent. Je voyais dans la presse récemment un article pour louer la politique de lutte contre le Covid menée par le Maroc. Je salue nos amis marocains, mais je crois que la situation en Tunisie est bien meilleure, mais personne n'a rien fait pour communiquer sur le fait que, malgré nos difficultés, eh bien, nous sommes arrivés à contenir l'évolution du Covid en prenant les bonnes décisions au bon moment. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire, mais ça veut dire que nous avons su être efficaces à notre échelle. Ça suppose de communiquer également à l'intérieur parce que faire sauter les verrous, s'attaquer à l'économie de rente, de manière paradoxale, ça peut être mal perçu, même par ceux qui sont défavorisés, parce qu'à tort, nombre de défavorisés pensent que les verrous les protègent. Quand il y a entente sur les prix, on a tellement été habitué pendant des décennies à ce que l'État fixe les prix pour protéger le consommateur, quand aujourd'hui il y a entente sur les prix par les producteurs, eh bien le consommateur voit un prix unique, il est content, il est satisfait, il pense que ça le protège, sans se rendre compte qu'au contraire, il est le dindon de la farce. Je pense également qu'il faut travailler dès aujourd'hui avec les pays partenaires, avec nos plus proches voisins au sens économique, pour proposer la mise en place, notamment, de couples de hauts responsables, c'est-à-dire un haut responsable français, un haut responsable tunisien, un haut responsable italien, un haut responsable tunisien, donc des paires de hauts responsables à la coopération industrielle et technologique, qui seraient donc des gens employés à plein temps et dont le rôle serait de travailler concrètement, au jour le jour, sur les actions de localisation, relocalisation, délocalisation qui peuvent être mises en œuvre. Et donc, ça suppose d'être en contact permanent. Il faut que ce soit des personnes de haut vol, avec un contact permanent avec le tissu industriel tunisien et le tissu industriel du pays concerné. Ça suppose aussi de s'appuyer sur la diaspora. Et là aussi, je pense que l'on aurait tout intérêt à mettre en place, mobiliser, animer un réseau de conseillers du développement économique, un peu sur le modèle des conseillers du commerce extérieur français, qui sont des industriels, des cadres supérieurs, des hauts potentiels implantés à l'étranger, et qui pourraient être les porte-parole habilités de la politique économique tunisienne. Et là, contrairement à ce que je disais avant, il s'agirait de bénévoles, donc ce ne serait pas des plein temps, il s'agirait de bénévoles dont la rétribution serait symbolique parce qu'ils feraient partie d'un réseau reconnu, alimenté en information, et ils seraient autant de porte-drapeaux et de porte-parole de l'expansion économique tunisienne. Donc, je pense qu'il y a de nombreuses choses qui peuvent être faites. Je sais qu'il est très difficile de penser l'immédiat, l'urgence, et je suis peut-être un des premiers à le savoir, la difficulté de penser l'urgence et le court terme et le moyen terme, mais c'est dès maintenant qu'il faut que l'on s'attaque à ces sujets. Très bien, merci Monsieur Jouini d'avoir fait donc cet état des lieux sur l'économie tunisienne pour voir où on va. Donc je résume que vous soulignez que ce soit avant ou après 2011, rien n'a changé, les règles de jeu sont restées les mêmes. Il y a un manque de distribution de la croissance et l'envie de préserver les rentes.
2020, donc, vous soulignez une économie parallèle dominante, l'explosion de la dette et le Covid comme donc, un cocktail qui vient encore renforcer ces risques. Donc, par rapport à vos éléments de réponse, donc, vous suggérez la renégociation de la dette, de la dette publique et privée, l'endettement intérieur à taux bas, et vous soulignez également l'impôt de solidarité sur le patrimoine. Vous finissez par une conclusion, on doit agir vite dès aujourd'hui. Et la question suivante que j'aimerais poser, parce qu'on aimerait bien entrer dans les détails des mesures appliquées par le gouvernement, ma question suivante est pour M. Benhamouda. Donc, M. Benhamouda, face aux difficultés rencontrées par les entreprises donc, suite à la crise du Covid, l'État a prévu deux mesures, le report des échéances de paiement des impôts et taxes et l'accélération du remboursement des crédits d'impôts et de TVA. Selon vous, est-ce que ces mesures sont encourageantes? Cela vous semble-t-il suffisant en tant que mesure gouvernementale pour que les entreprises puissent survivre après la crise du Covid-19? Monsieur Benhamouda, vous avez 5 minutes pour répondre à cette question. Merci beaucoup. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je vais me situer dans la suite de l'exposé fait par mon ami Ilyes, qui a retracé, je pense, toute la trajectoire, je dirais, historique avant 2011 et après 2011 et véritablement les blocages de transformation du système économique et sur lesquels, malheureusement, on bute encore. Moi, je vais probablement, je vais revenir à votre question dans mon développement, mais je vais reprendre là où l'IS s'est arrêté et c'est un petit peu sur, je pense, sur l'ampleur de la crise du Covid, comme on est un des rares avec mon ami Hedi Bchir à avoir essayé, ça vaut ce que ça vaut, mais en économie, la chose la plus importante, c'est de compter, c'est d'apprécier l'ampleur de ce qui nous attend. Et moi, je vais articuler mon intervention sur 3 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est véritablement l'impact. Lorsqu'on parle de réponse, etc., il faut qu'on sache exactement quel est l'impact de cette crise sur l'économie tunisienne. Deuxième question, qu'est-ce que l'appréciation des mesures gouvernementales? Deuxième point, sur lequel je souhaite m'arrêter, qu'elles soient prises par le gouvernement, par la Banque centrale. Et troisièmement, je vais exprimer un tout petit mécontentement et insatisfaction compte tenu sur la base de la lecture que je fais des mesures gouvernementales. La fameuse question, je reviens à la fameuse question, vous êtes jeune, vous ne l'avez peut-être pas connue, mais que faire? Et qui nous ramène dans l'histoire de la littérature politique à un fameux essai qui a été écrit il y a bien longtemps, qui n'est plus d'actualité, mais en tout cas la question est toujours lorsque les sociétés sont confrontées à de grandes transformations. Sur le premier point, moi je pense très rapidement, j'ai écrit beaucoup de choses et publié beaucoup de choses là-dessus. Je pense la première chose, c'est la récession la plus importante de toute l'histoire de la Tunisie. On n'a jamais connu une récession aussi importante et aussi forte de l'histoire de l'économie tunisienne post-coloniale, de l'histoire de l'indépendance. Moi, selon nos estimations, nos estimations nous donnent à peu près 3,89, celles du FMI, les autres seules estimations disponibles sont celles du FMI, elles sont à 4,3%, mais en tout cas, on est dans une récession pour 2020 qui est à peu près autour de 4%. C'est énorme. Bien évidemment, c'est moins important que les chiffres de l'Europe ou la France, où on est à peu près à moins 8%, mais en tout cas, c'est une récession qui est très, très forte, d'autant plus forte que nous n'avons pas, si vous voulez, les institutions, la force des institutions, qu'il s'agisse des banques centrales ou qu'il s'agisse des institutions économiques qui sont capables de nous permettre, je dirais, de rebondir et de rebondir sur cette situation économique. Juste pour
les amis qui nous suivent, je leur dirais que avant cette récession, la plus importante récession que la Tunisie a connue a été celle de 2011, pour vous donner l'importance. Mais celle de 2011, tout le monde s'en rappelle. C'est une révolution, c'est des événements sociaux d'une importance que probablement toute l'histoire de la Tunisie n'a jamais connue. Et ensuite, une chute de régime, c'est-à-dire un régime qui change, le président de la République qui part. Et avec ça, la récession économique, au fait, a été de moins 1,9, donc moins 2%. Donc, on est pratiquement au double. De 2020, on sera à peu près au double de la récession. Et la deuxième chose, le deuxième élément, il faut voir, parallèlement à ces implications économiques, il faut voir aussi l'ampleur de la crise sociale. Nous avons aussi fait des estimations, comme je l'ai dit, c'est des estimations qui valent ce qu'elles valent. C'est toujours très compliqué de faire des estimations dans des périodes d'incertitude. Les modèles sont plutôt des modèles que nous utilisons. Je parle aux étudiants de la TUJ, donc ils comprennent un peu les difficultés de modélisation et les hypothèses que nous utilisons. Mais les modèles, au fait, sont difficiles dans des périodes d'incertitude. Elles sont faites pour des périodes de stabilité, de ce qu'on appelle des périodes normales. Mais en tout cas, on estime, il faut quand même à un moment ou à un autre faire des estimations, poser des chiffres sur une réalité. Et nos estimations, en fait, c'est qu'on sera entre chômage technique et perte d'emploi, on sera à peu près, selon nos estimations, à 160 000 pertes d'emploi, ce qui nous ramènerait à un taux de chômage à peu près de 18,8%. Donc, c'est pour tracer planter le décor, c'est un décor, je dirais, nous avons commencé à parler aujourd'hui du déconfinement, mais en tout cas, c'est un paysage économique et social qui est inquiétant. Un des quotidiens de la place aujourd'hui à Tunis, le Maghreb, a parlé d'un tsunami économique et social, et je pense que c'est un paysage inquiétant bien évidemment pour les citoyens et particulièrement pour ceux qui suivent les politiques publiques. Il y a nécessité de mise en place de politiques publiques pour répondre à cette situation. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel je souhaite revenir, et ce premier point, franchement, ça fait 2 semaines que j'insiste, je reviens sur ce point. Ce matin, j'étais sur une radio, sur la radio Mosaïque, je suis revenu parce que j'ai l'impression que c'est des chiffres qu'on répète sans saisir l'importance, et là-dessus, je rejoins Lies. Un pays comme la Tunisie ne peut pas supporter, pratiquement, on sera à 800 000 chômeurs d'ici la fin de l'année, et un pays comme la Tunisie, nous n'avons pas les institutions, la force des institutions de l'État, des institutions publiques qui sont capables de gérer et capables d'endiguer, je dirais, l'ampleur de la crise sociale qui s'annonce. Donc, j'insiste, je répète indéfiniment ces chiffres, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une prise en compte de l'ampleur du tsunami qui nous attend. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les mesures qui ont été prises par le gouvernement et les mesures qui ont été mises en place. Et je pense, 3 commentaires là-dessus. Le premier, je crois que c'est des mesures qui étaient nécessaires. Ce sont des mesures d'urgence importantes et qu'il fallait impérativement prendre. En dépit, je dirais, de la situation, et je suis très bien placé pour savoir la situation de nos finances publiques. Des finances publiques qui ne permettent pas, je pense, en 2020, j'en ai parlé, du besoin de financement, il se situe à peu près autour de 13. Il faut aujourd'hui mobiliser entre 13 et 14 milliards. Sur le budget avant Covid, on parle de un service de la dette à peu près de 12 milliards de dinars. Donc, en dépit de cette difficulté, en dépit de cette crise des finances publiques forte, il y a des mesures importantes qui ont été prises, se situent à 3 niveaux. Endiguer le développement de la pandémie. Deuxièmement, aider les entreprises, assister les entreprises. Et bien évidemment, troisième point, venir en aide aux couches les plus nécessiteuses. Et un énorme travail a été fait de ce point de vue. Donc, premièrement, c'est des mesures, des réponses importantes, nécessaires. Deuxièmement, de mon point de vue, elles ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes parce qu'elles s'inscrivent, je reviendrai après dans ma proposition,
elles s'inscrivent dans une dynamique d'urgence et, comment dire, portées par l'idée que finalement le déconfinement va avoir lieu en fin avril et puis les choses vont aller, on va revenir à un train, à une trajectoire normale. Donc, je crois qu'elles sont insuffisantes parce qu'elles dénotent, je pense, d'une mesure, du fait que la crise n'est pas véritablement prise en compte, l'ampleur, la durée, la profondeur de la crise n'est pas prise en compte. Troisième point sur l'appréciation de ces mesures, il me semble que c'est des mesures, moi je discute beaucoup avec des chefs d'entreprise, avec des gens, etc. C'est des mesures qui sont c'est des mesures qui sont difficiles à mettre en place, compliquées, qui demandent beaucoup de papier. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde te dit les 200 dinars du chômage technique n'ont jamais été, on n'a pas pu les débourser parce que c'est compliqué, etc. Et moi, je veux dire, le chemin de l'enfer est toujours, comment dire, entouré de bonnes intentions. Les mesures, j'ai eu l'expérience, les mesures les plus généreuses peuvent être remises en cause au fait par des procédures très compliquées. Donc, véritablement, on est en présence aujourd'hui de mesures certes nécessaires, mais malheureusement, elles sont de court terme, c'est des mesures d'urgence et la difficulté de leur mise en œuvre, finalement, leur fait perdre l'importance de ces mesures. Je finis sur mon troisième point. Que faire aujourd'hui? Je pense qu'il faut reprendre les choses, il faut les discuter. Et là-dessus, vraiment, ce n'est pas une critique. Je pense que le gouvernement a été confronté à la plus grave crise, pandémie de toute l'histoire du pays. Et je comprends, si vous voulez, la difficulté. Ce n'est pas évident de réfléchir. On ne peut pas réfléchir par des moments où l'urgence, au fait, l'emporte, si vous voulez, sur la réflexion. L'urgence, il faut courir, il faut trouver des masques, il faut trouver des tests, il faut s'assurer que le confinement est respecté par les gens, on fait descendre l'armée, on fait le couvre-feu. Donc, c'est difficile de réfléchir dans ce contexte. Aujourd'hui, on est passé à une deuxième phase où véritablement l'urgence sanitaire a été maîtrisée, alhamdoulilah, et j'en suis vraiment, moi, comment dire, comme tous les Tunisiens, je dirais, on fait un ouf de soulagement, vu que cette crise n'a pas eu l'ampleur qu'elle a eue en Europe ou qu'elle a eu dans d'autres régions du monde ou aux États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on a le temps de la réflexion, il faut réfléchir. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, deux éléments, c'est des choses qui sont très importantes sur lesquelles on peut revenir dans la discussion. Mais moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. On peut revenir, je ne vais pas les détailler. Il y a premièrement aujourd'hui un plan de sauvetage de l'économie tunisienne, de la société tunisienne du Corona, un plan jusqu'à la fin de l'année 2020. Ce n'est pas un plan d'un mois, on attend toujours la veille pour savoir. Je pense qu'on a assez d'éléments du point de vue économique, du point de vue statistique, du point de vue social, pour savoir comment c'est que cette crise va être nous jusqu'à la fin de l'année. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il est urgent de définir un plan de sauvetage et de nos entreprises et de soutien à nos couches sociales. Moi, je l'appelle le plan de sauvetage ou le plan Barnamij Inqad Corona, qui doit, à mon avis, aller jusqu'à la fin de l'année 2020. Et de ce point de vue, je pense que ce plan doit s'exprimer de manière forte dans une loi de finances rectificative que le gouvernement doit décider au plus vite, qui nous permet d'ailleurs de répondre à une question que l'IS a soulevée sur la question du financement. On ne peut pas répondre à la question du financement, de la disponibilité des financements, par un ministre qui dit on a ce qu'il faut et on n'en finit pas de recevoir des dons et des prêts, puis un autre ministre qui dit bon, c'est compliqué, la situation financière est très compliquée. Tout ça ne peut être réglé que dans une loi de finances rectificative à laquelle moi j'ai appelé de tous mes voeux. En France, elle a été votée pratiquement il y a un mois, alors qu'on ne savait pas encore, on avait des doutes et des incertitudes sur la crise. Anis peut parler de ça, mais on avait des doutes
sur les incertitudes déjà de la gestion de la crise financière, de la crise médicale, sanitaire, et avec ça, on a fait une loi de finances rectificative. Donc, ça, c'est un premier élément qui me paraît important, un premier axe de travail qui me paraît important. Et le deuxième axe de travail qui me paraît important, c'est bien évidemment un plan de relance, parce que autant la crise a été un moment dur pour nos entreprises, pour nos couches les plus défavorisées, les plus nécessiteuses, autant il faut qu'elle soit aussi un moment d'opportunité pour véritablement casser tous les verrous et relancer un nouveau. Moi, je vais plus loin. Moi, j'ai toujours parlé d'un contrat social. La Tunisie a été construite depuis l'indépendance sur la base d'un contrat social dans lequel il y a les institutions politiques, il y a l'économie, il y a les liens de solidarité pris en charge par l'État moderne. Donc, il faut impérativement aujourd'hui, et là, je parle d'un programme de relance de 4 ans, sur lequel je peux revenir sur les secteurs prioritaires, etc. Un dernier mot, combien ça coûte? Combien ça coûte? Selon nos estimations, mes estimations, il nous faut 12 milliards de dinars. Je vais être très simple vous savez, moi, j'accepte, il y a beaucoup d'économistes même qui remettent en cause les prévisions, les calculs, les modèles macroéconométriques, mais à un moment, il faut mettre des chiffres sur des réalités. Selon nos estimations, pour retrouver une croissance zéro, sur la base des 4% de récession, il nous faut 10% du PIB, il nous faut 12 milliards de dinars. Voilà, je finis là-dessus. J'ai été un peu lent, je m'en excuse et merci encore une fois. Brabbi, juste un commentaire, j'ai oublié, j'aurais dû commencer par là. Il y a un truc qui est marrant, c'est que le dernier événement que j'avais fait avant le confinement, c'était une conférence de la TUJ à l'invitation de mon ami Aïda Bargaoui pour présenter mon livre à Tunis, le club ATUJ. Et une des premières manifestations à laquelle je prends place après la fin du confinement, c'est aussi une conférence à TUJ. Voilà. Merci. Ça nous fait plaisir. Pour votre invitation. C'est Hakim, ça nous fait toujours plaisir. Merci. Merci, Monsieur Benhamoud, pour vos remarques. Donc, vous soulignez donc cette gravité de récession qui représente donc le double de ce qui a été comme récession en 2011. Vous estimez bien évidemment que les mesures prises par le gouvernement sont nécessaires mais insuffisantes et vous suggérez donc un plan de relance sur 4 ans de 12 millions de dinars. Donc, l'apport en fait apporté à l'économie tunisienne, souligné par mon ami Mourad, qui est de 2,2% du PIB, est insuffisant, sachant que la plupart en fait, des pays développés et en voie de développement ont apporté une aide à hauteur de 10% du PIB. Également, vous estimez une perte d'emploi à hauteur de 160 000 chômeurs et un taux de chômage qui va augmenter jusqu'à 18%. Donc, je rebondis sur cette question. J'ai une question pour M. Zoueri. Monsieur Zoueri, avec la crise du Covid-19, le gouvernement va vers une sorte de nationalisation des entreprises stratégiques, soit sous forme de participation ou bien sous forme de subvention. On peut citer l'exemple des masques FFP2 en textile qui sont produits massivement en Chine et en minorité en Tunisie, et que le monde entier est en train de se les arracher. Également, on a bien remarqué que la France ne parvient pas à s'assurer un stock suffisant pour sa population. La question qui se pose aujourd'hui est le retour de ces sociétés offshore dans leur pays d'origine, ce qui risque en Tunisie d'augmenter encore le taux de chômage. Selon vous, comment l'État compte être précurseur en réaction à ces risques? C'est à vous, M. Zoueri. Vous pouvez aussi réagir sur les interventions de M. Joubini ou bien M. Benhamoud. Merci beaucoup de l'invitation. Je vais être très rapide, je vais réagir par rapport à ce qui a été dit et essayer de répondre à votre question rapidement. La première remarque que je voudrais faire, c'est que la Tunisie était déjà en crise avant le Covid-19. Et il y a eu une crise due au Covid-19. Les mesures qui sont prises par le gouvernement essaient de réduire l'impact des effets de la crise Covid-19. Donc, c'est des mesures qui ont déjà été jugées insuffisantes et donc je ne vais pas en parler puisque Siliès ou Hakim en ont déjà parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que il nous faudrait, si on veut penser relance,
il faudrait prendre en considération aussi la situation d'avant le Covid-19, un plan de relance économique. Surtout que moi, je pense que les estimations qui sont faites sont des estimations pour l'année 2020. Moi, je pense que les effets de cette crise sur le taux de croissance va durer quelques années. Mes estimations montrent qu'en 2021, 2022, 2023, nous aurons aussi des taux de croissance négatifs. Ils seront plus bas que celui de 2020, mais la crise va, et ça renvoie au débat de est-ce que la reprise va être en V ou en U ou en L. Et donc, moi, je ne pense pas que la reprise sera en V, hein, je ne pense pas. Je pense que alors, il y a le choix entre le U et le L, et sans une nouvelle politique de relance, on sera dans le L, et la dépression va durer, et si on prend les mesures suffisantes et nécessaires, probablement on pourra atteindre, nous pourrons avoir une relance sous la forme de U. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque aussi que je voulais faire, c'est que toute cette crise et toutes les mesures, ça a été bien présenté tout à l'heure par Simnif, donc je ne vais pas revenir à ça, mais le problème, c'est que ça a montré quelque chose de très important, à mon avis, cette gestion de la crise, c'est une défaillance institutionnelle dans le pays. On en a parlé avant le Covid-19. Anis Marekchi, on a parlé sur les problèmes institutionnels. Je veux revenir à cela parce que je pense que cette crise a montré que nous manquons énormément de transparence et que nous n'avons pas montré une adaptabilité suffisante face au changement. L'administration continue à jouer son rôle comme avant, avec tous les problèmes liés aux problèmes de la distribution de masques, liés à tous les problèmes, vous avez vu, je ne suis pas obligé de revenir, et aussi parce que les institutions ont montré aussi, pour les chefs d'entreprise, ce qui les intéresse, c'est de revenir à la situation d'avant la crise Covid-19 et donc de garder les mêmes institutions, la même règle de jeu, la même économie de rente qui a été très bien démontrée tout à l'heure par CBS. Donc, il y a un manque d'adaptabilité et de transparence. C'est-à-dire que l'architecture institutionnelle en Tunisie, que nous avons héritée, cette architecture institutionnelle, elle date du début des années 70. Donc, ça fait 5 ans que la Tunisie fonctionne avec les mêmes institutions, avec les mêmes règles du jeu, avec les mêmes décisions, avec la même façon de prendre les décisions, avec la même gouvernance. Et le gros problème, c'est que nous avons fait un changement politique, mais nous n'avons pas fait le changement économique institutionnel nécessaire. Et donc, profitons. Dans le plan de relance, à mon avis, le gouvernement devrait, à part l'histoire du financement, on va relancer l'investissement, on va chercher les moyens de financement, il faut remettre en cause, à mon avis, le fonctionnement des institutions. Ça, c'est une remarque qui, à mon avis, est très importante et je peux citer plusieurs exemples. Maintenant, pour une politique de relance, je pense que ce qui est urgent maintenant, c'est de faire en sorte de faire 2 choses. Premièrement, il faudrait tout faire pour que les entreprises puissent utiliser pleinement leur capacité de production. Et quand je dis leur capacité de production, aujourd'hui, les entreprises fonctionnent en sous-capacité de production, dû au confinement, ainsi de suite, et donc les mesures nécessaires sont les mesures qui vont permettre aux entreprises existantes d'utiliser pleinement leur capacité de production. Et quand je dis ça, je pense aussi au tourisme et je pense au secteur du phosphate, qui depuis la Révolution, on n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après, on n'est pas arrivé à la pleine utilisation des capacités de production du secteur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est pour une relance réelle, parce que la relance, elle peut être une relance par la demande. On peut augmenter la consommation, l'investissement, les dépenses publiques, on fait de la relance. Mais ça, c'est une relance qui peut provoquer la dette et l'inflation. Mais par contre, les 5% que la Tunisie faisait comme taux de croissance avant la Révolution, il ne faut pas oublier une chose, c'est que parmi les 5%, il y a 2%
qui sont dus à la productivité globale des facteurs. Aujourd'hui, la productivité globale des facteurs est égale à 0. C'est-à-dire que nous avons perdu 2% et on est revenu à un taux de croissance de 3% et puis 2% et puis 1%. Et donc, la relance ne peut se faire que si, et ça, tous les économistes le savent, nous sommes sur un sentier d'état stationnaire en Tunisie. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux investissements, le stock de capital est obsolète, parce que quand je dis productivité, je ne veux pas dire la productivité des travailleurs aussi, c'est la productivité du capital, et donc il faudrait nécessairement faire un saut technologique pour pouvoir retrouver un taux de croissance plus important. Et donc le plan de relance doit nécessairement insister sur ces aspects-là. Maintenant, votre question était, vous pouvez me le rappeler? Oui, c'est par rapport aux sociétés offshore en fait qui vont quitter la Tunisie. Alors moi, je pense que c'est une opportunité. Parce que je pense que, d'abord, moi, je ne pense pas que les gens vont partir, parce que la relocalisation qui va se faire en Europe, c'est une relocalisation de secteurs stratégiques. Il n'y aura pas une relocalisation du secteur textile ou du secteur des chaussures. Et puis, cette maladie a montré qu'il valait mieux être confiné en Tunisie qu'en France. Et donc, même les investisseurs étrangers préfèrent passer leur période de confinement en Tunisie. Moi, je pense qu'il y aura une relocalisation des secteurs stratégiques, parce que la Chine a joué avec ça, avec l'Europe. Tout le monde est parti en Chine, investir en Chine. Et là, l'Europe s'est rendu compte que relocaliser, par exemple, le secteur de l'industrie pharmaceutique n'était pas la bonne décision pour chercher le moindre coût, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'Europe a un problème de production de masques, a un problème de production d'industrie. Alors, mais la relocalisation est conditionnée aussi par la compétitivité, c'est-à-dire qu'on ne va pas relocaliser avec des coûts plus importants. Et donc, la seule manière qui permet à l'Europe de relocaliser avec les mêmes gains de compétitivité, c'est de relocaliser en Afrique du Nord, et notamment en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a une occasion, si Ilyes tout à l'heure a parlé de la diplomatie économique et qu'il faut, je crois qu'il y a une occasion en or pour permettre la relocalisation de l'industrie pharmaceutique, mais je pense à d'autres secteurs aussi, vers l'Afrique du Nord, parce que l'Europe sait que les pays de l'Afrique du Nord n'utiliseront jamais cette production comme moyen de pression sur l'Europe, ce que fait la Chine. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci Monsieur Zoueri. Vous soulignez donc l'importance des institutions, l'importance de l'amélioration du facteur institutionnel dans l'économie tunisienne. Anis, donc on attend avec impatience votre intervention citée plusieurs fois par nos intervenants. Et sachant que Daniel Ederman, économiste de la Banque mondiale, donc, a montré que la baisse de la transparence dans la région MENA entre 2005 et 2018 pourrait avoir entraîné une perte de PIB par habitant comprise entre 7 et 14%. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui explique ce manque de transparence. Et en plus, si vous pouvez, Anis, revenir également sur le secteur informel qui représente en Tunisie jusqu'à 40%. Et M. Benhamoud l'a souligné dans un article dans Jeune Afrique que cela donc a fait perdre à la Tunisie 5 points du PIB. Nous aimerions savoir comment l'État peut éradiquer ce fléau de l'économie informelle. Anis, c'est à toi. Merci beaucoup, Inès. D'abord, je tiens à remercier la TUJ pour cette excellente conférence et pour la qualité de mes co-intervenants. Donc, moi, j'ai eu plusieurs messages, des dizaines de messages et d'appels d'amis qui me disent, qui m'envoient le lien vers la conférence en me disant cherchez l'intrus. Donc, merci beaucoup à Ilyes, à Abdelrazek, à Hakim, avant tout pour la qualité de leurs interventions avec lesquelles je ne peux être qu'en accord, surtout au vu des sujets évoqués. On va en reparler. Je vais si vous le permettez, si tu le permets Inès, de commencer à partir de ta question et puis embrayer sur ce qui a été évoqué par les autres intervenants sur l'économie, vu que c'est deux sujets qui sont directement liés. Le secteur informel, là, je regardais un papier tout à l'heure de la Banque mondiale qui essaye de l'estimer.
si on définit l'emploi informel comme les gens qui n'ont pas un contrat de travail ou qui n'ont pas de sécurité sociale, l'emploi informel, ça serait entre 60 et 70% de l'emploi total en Tunisie. Donc, l'informel est presque la vraie Tunisie, et pas le formel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a autant d'emplois informels? Très peu de gens gagnent à être dans l'informel, c'est très insécurisant. On peut se faire arrêter par la police, on peut avoir plein de problèmes, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a rien. Pourquoi les gens vont vers l'informel? C'est à cause de ce qu'a dit Sir Abdelaziz et aussi un peu Hakim, c'est l'économie de rente. L'économie de rente, c'est une économie qui cadenasse tout. Tout est cadenassé. On peut, je ne sais pas si moi je veux faire une banque, est-ce que je pourrais, même avec 10 millions? Est-ce que et plus simple que ça, si je veux installer des panneaux solaires, si je veux lancer une activité d'installation de panneaux solaires, il me faut une autorisation. Pour avoir cette autorisation, il faut que pour la demander, il faut que j'ai un local et 2 employés. Donc, il faut que j'ai un local et 2 employés avant de pouvoir demander l'autorisation. Puis, il faut 3 mois pour avoir l'autorisation. C'est ça l'économie de rente. C'est les blocages qui sont partout. Et si j'ai ce blocage-là et que moi, je n'ai pas l'argent pour avoir un local et 2 employés, qu'est-ce que je fais? Je vais dans l'informel. Je crée mon entreprise, j'installe des panneaux solaires et je ne déclare pas mon entreprise. Et je ne déclare pas mes employés et je ne déclare rien du tout. Quand on met trop de barrières inutiles, on tue tout. On tue tout. Donc, régler l'informel, régler le problème de l'informel, ce n'est avant tout, c'est aussi un peu une question de sanction, mais ce n'est pas ça en priorité. La sanction, ça vient après. Si on empêche les gens d'être dans le formel, ils n'y seront jamais. Il faut qu'on permette, qu'on laisse les gens y aller c'est la première condition pour lutter contre l'informel. Alors, comme l'a dit Sir Abdelaziz, avec la Révolution, on a accédé à l'ensemble de nos droits politiques. Aujourd'hui, je peux critiquer le gouvernement sans risquer quoi que ce soit. Je peux pratiquement même insulter le gouvernement si j'en ai envie, sans risquer quoi que ce soit. Par contre, on n'a accédé qu'à une partie de nos droits civiques, ça c'est un autre problème, et à aucun droit économique nouveau. Et parmi les droits économiques essentiels dans tous les pays développés, par exemple, c'est pouvoir être protégé contre la monopolisation de l'économie, contre les monopoles, contre les cartels. Et c'est ça l'économie de rente. Donc, moi, je vais essayer de donner un peu des exemples concrets de ce que veut dire l'économie de rente, de ce que c'est, pour que ça soit clair dans la tête des personnes qui nous écoutent et pour pouvoir embrayer sur ce qu'elle dit Sylvie et Cécile Abdelaziz. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par l'économie de rente? C'est une économie qui n'est pas basée sur la création de richesses, mais l'accaparement de richesses en bloquant les autres. Par exemple, supposons que j'ai créé les disquettes. Je vais essayer de tuer toutes les entreprises qui essaient de créer le CD pour qu'il n'y ait jamais de CD et que je sois le seul à pouvoir vendre des disquettes et qu'il n'y ait jamais, que je n'ai pas de concurrence. C'est ça l'économie de rente, c'est essayer de tuer la concurrence dès le départ, de l'empêcher de rentrer sur le marché, d'être tout seul pour pouvoir s'accaparer les richesses. C'est mettre en place des institutions, toute une série d'institutions qui favorisent ce genre de comportement, qui favorisent toute une batterie de comportements dont on va parler là dans un instant, pour justement accaparer la richesse sans en créer forcément, sans innover. Donc, il y a plusieurs études, notamment de la Banque mondiale sur le sujet, qui montrent en fait que dans toute la région MENA, plus une entreprise est politiquement connectée, plus elle est connectée, plus elle est dans le système, plus elle gagne de l'argent et moins elle est innovante. Elle serait jusqu'à 7 fois moins innovante. En Tunisie, 99% des emplois créés, c'est de nouvelles créations d'entreprises. Toutes les entreprises qui ont plus de 5 ans, pas toutes, mais l'ensemble, quand on prend dans un ensemble, des entreprises qui ont plus de 5 ans, détruisent de l'emploi. Peu importe leur taille, même les petites ou les grandes.
C'est un exemple qui montre l'importance, en fait, de pouvoir laisser les gens rentrer, créer des entreprises, travailler. C'est ça qui crée de l'emploi, c'est ça qui crée des revenus pour les gens. Si on se base sur ce qu'on a aujourd'hui, on ne va jamais en créer. Donc, pour être plus concret maintenant, on va donner des exemples de ce que peut être l'économie de rente dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, une partie de l'économie de rente, c'est tous les contrôles qu'on a sur les prix agricoles. Quand on contrôle les prix agricoles, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de prendre de la valeur ajoutée de chez les agriculteurs et de le donner au reste le reste de la société. Et ça permet derrière de payer les employés un prix faible, vu que l'alimentation ne leur coûte pas très cher. Donc, de leur donner des salaires faibles et de garder la grande partie de la valeur ajoutée pour rémunérer les entreprises en place. Et du coup, on se retrouve avec ce système de gel des prix agricoles à avoir non seulement une rémunération des agriculteurs qui est faible, mais aussi une rémunération des salariés qui est faible, et toute la valeur ajoutée qui est captée par le reste des États. Un autre exemple, le Conseil de la concurrence, en 2018, a condamné tout un secteur, les entreprises de tout un secteur, qui se sont entendues ensemble pour fixer les prix. Elles ont toutes mis le même prix, exactement le même, au centime près, 22 entreprises, pour un produit sur toute la Tunisie. C'est un produit alimentaire de base. Et elles ont augmenté le prix de 6 à 20% selon les cas, en un coup. Ça, c'est de l'économie de rente. C'est augmenter, c'est s'entendre avec ses concurrents. Ce n'est plus des concurrents, du coup, ça devient un cartel, pour augmenter les prix, et ceux qui perdent, c'est les consommateurs. Ça permet l'extraction à nouveau d'une rente. Un autre exemple, ce n'est pas toujours donc, le secteur privé, la rente. La rente, c'est aussi, par exemple, le Tunisair. Tunisair, qui, avec le blocage de l'Open Sky, dispose pas d'un monopole, mais d'un quasi-monopole sur le transport aérien. Et le fait qu'elle soit déficitaire et toujours enflouée par l'État, ça fait que non seulement le contribuable, mais aussi les voyageurs se voient extraire une partie de leurs revenus pour finalement ça bénéficie finalement aux employés de Tunisair et personne d'autre. La rente, ce n'est pas uniquement le secteur privé, c'est aussi le secteur public. La rente, c'est aussi les relations entre le secteur privé et le secteur public. Par exemple, dans le secteur de la minoterie, donc on a beaucoup entendu parler de SMID avec la crise du coronavirus. Dans le secteur de la minoterie, il y a des minotiers qui sont représentés au conseil d'administration de l'Office des céréales. Donc, ils ont accès à une information privilégiée et ils ont même une influence sur les quotas de blé qui sont donnés aux minotiers. Et donc, on obtient au final une minorité de minotiers qui accapare la grande partie des quotas de blé. Des quotas de blé qui sont donnés par l'Office des céréales. Ça aussi, c'est l'économie de rente. Quand on voit ça, à chaque fois qu'on prend un secteur, en fait, on trouve en Tunisie quelque chose de similaire. Les garde-fous institutionnels qu'on a essayé de mettre, comme le Conseil de la concurrence, etc., on les a laissés très affaiblis. La loi de 2015 sur la concurrence ne permet pas de punir de manière dissuasive ces comportements-là, et le Conseil de la concurrence lui-même a très très peu de moyens. Il n'est même pas capable de suivre ces affaires parce qu'on lui a donné très très peu de moyens. Juste pour savoir, l'Union européenne, un des commissaires de l'Union européenne, d'ailleurs un des commissaires les plus importants, c'est le commissaire à la concurrence. C'est probablement l'un des commissaires les plus avec l'administration la plus puissante. Mais Anis, excuse-moi de t'interrompre, qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte du COVID, en fait, l'économie de rente, comment s'en sortir? L'économie de rente, c'est le même problème avant et après. En fait, l'économie de rente, c'est ce qui empêchait la Tunisie de croître avant, c'est ce qui va aujourd'hui empêcher sa reprise. Et qu'est-ce qu'on peut faire à Nice maintenant? Parce que vous définissez que la Tunisie, c'est par définition l'économie de rente. C'est ce qu'a dit Hakim, Quelles c'est ce qu'a dit sont les c'est ce qu'a dit premières mesures à appliquer pour éradiquer ce fléau? Alors, Inès? Oui. Ouais. Donc, il n'y a pas, on ne va pas changer une loi, on ne va pas changer un article de loi et hop, on va dire l'économie de rente est interdite et elle va être interdite. Comme ce qu'a dit Sir Abdelrazer, comme ce qu'a dit Sir Hakim, comme ce qu'a dit
l'IS, Saad Abdelrazak avec l'accès aux droits économiques, c'est Hakim avec le nouveau contrat social, c'est l'IS avec l'ensemble de son intervention, c'est un changement de système carrément. C'est équivalent à la révolution qui a été faite, c'est revoir toutes les interactions qu'a le privé avec le public et qu'ont certains privés avec le public, c'est voir tous les monopoles que l'État s'accorde à lui-même et accorde à d'autres personnes. C'est par exemple pourquoi on a des autorisations qui sont données et on ne sait pas quels sont les critères d'acceptation. On sait quels sont les papiers qu'il faut déposer, mais on ne sait absolument pas pourquoi on est accepté ou pas. Tout ça, c'est tout ça qu'il faut démanteler petit à petit. Je pense que si Hakim veut intervenir. Oui, Monsieur Benhamoud. Non, désactivé. On ne vous entend pas. Pardon, oui, très bien. Non, juste une réaction à Hani, c'est une excellente présentation, c'est une excellente discussion. Et Lies et Abdelrazak également ont parlé de l'économie de rente. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est important de déverrouiller, mais moi, je serais moins, l'économie de rente. Je vous pose une question immédiate. Aujourd'hui, on met un plan de sauvetage. Ben, aujourd'hui, on va donner des garanties. L'État va donner des garanties aux entreprises pour aller emprunter auprès des banques. C'est de l'économie de rente. C'est-à-dire, on choisit un certain nombre d'entreprises, on n'en prend pas toutes. En France, par exemple, l'État pourrait éventuellement nationaliser des entreprises. C'est de l'économie de rente. Pourquoi nationaliser et sauver telles entreprises de la faillite et pas d'autres? Mais il y a aussi des entreprises stratégiques pour l'économie. Anis, ce que je voulais dire, moi je pense que c'est important que ce que tu as dit est très important, ce que Lies a dit est très très important sur l'économie de rente, est probablement l'obstacle le plus à la compétitivité des entreprises. La concurrence, elle est nécessaire, je pense, à une plus grande compétitivité de nos entreprises, mais également du tissu industriel d'une manière générale. Mais je pense que, c'est-à-dire certaines, je ne sais pas, l'argument de l'industrie naissante. Donc, je suis toujours pour relativiser un petit peu ce discours sur l'économie de rente. Moi, je pense qu'il y a des arguments qui sont importants. Les économistes connaissent l'argument de l'industrie naissante, l'importance de soutenir. Et donc, si tu veux, c'est-à-dire que l'économie, elle fonctionne ou l'économie ou le soutien, mais c'est un débat, ce n'est pas notre propos. Hein. On est en train de discuter du Covid. Mais si tu veux, c'est cette dialectique qui est parfois assez difficile à trouver à Nice en termes de politique entre le soutien nécessaire aux champions nationaux et en même temps, si tu veux, éviter que ça devienne des rentes et ça devienne une raison pour fermer, si tu veux, la concurrence et les empêcher au fait de se renouveler et de devenir de plus en plus compétitifs et de dormir sur leur laurier. Je suis désolé, moi, l'économie, tous les pays émergents, si on regarde l'expérience, moi j'ai beaucoup travaillé sur les pays émergents, notamment sur le cas de la Corée du Sud, de Singapour, etc. Le crony capitalisme, c'est ça. C'est-à-dire, elle a été construite sur la base de cette compétitivité, mais l'État, les pouvoirs publics et les institutions ont été en mesure, je pense, de gérer cet appui et de faire en sorte qu'il soit une force d'innovation, de compétitivité et non pas une rente de situation sur laquelle ils se sont endormis. Donc, c'est un petit peu ça. Bon, c'est vrai que ce n'est pas notre sujet. Peut-être c'est une question sur laquelle, dans un plan de relance, la nécessité de discuter et d'avancer un peu. Mais c'est vrai que c'est aussi une question qui se pose aujourd'hui dans le débat public en Tunisie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute cette attaque contre les groupes industriels tunisiens, les groupes privés, on l'a entendu même de la part de ministres, etc.
et la rente, ils ont bénéficié de l'État, des banques, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont donné à la Tunisie. Mais je pense qu'un jour, il faut qu'on ait un débat sérieux, argumenté, et non pas très politisé sur les questions de rente, sur les mesures de politique et sur cette dialectique que le pouvoir public doit mettre en place, soutien, mais en même temps exigence en termes de compétitivité et en termes d'investissement. Pardon, j'ai été un peu long, ce n'est pas notre sujet, mais je pense que c'est une question importante. Nice a souligné, c'est Abdelrazak ou Ilyes, mais sur laquelle peut-être dans un prochain débat à la TUJ, on pourra revenir. Alors, je peux rebondir là-dessus avant de passer aux questions. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup de questions. Donc, oui, rapidement. Donc, pour répondre rapidement, juste sur le plan du principe, si Hakim, tout à fait d'accord. L'État a le droit de participer, de définir des stratégies et de fournir des aides pour développer des industries et des secteurs. Le problème, c'est quand l'État intervient pour soutenir des entreprises en particulier. S'il intervient avec une règle, il dit « moi, je vais donner, par exemple, une des règles, un des schémas que j'allais proposer pour la sortie de crise du Covid, c'était une sorte de prêt qui était basé sur les bénéfices de 2019. Comme ça, on aide les entreprises qui réussissent, et on n'aide pas des entreprises qui allaient péricliter de toute façon. L'idée, c'est quand on veut donner des aides, on les donne sur la base d'une règle à laquelle tout le monde peut accéder. Une entreprise qui a fait des bénéfices, elle a le droit à un prêt de la taille de ses bénéfices de l'année dernière. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. C'est ce que fait la France d'ailleurs. Quand la France aide ses entreprises, c'est ce qu'elle fait. Nous, ce qu'on fait en Tunisie, c'est on a une discussion avec un PDG d'une entreprise dans un petit comité. On lui file des infos qu'on ne donne pas au reste du marché, puis on passe un contrat avec lui au téléphone. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. Ça, on le voit nulle part ailleurs. Quand l'État français… S'il y a distribution de dividendes. Anis, tu es d'accord avec moi que ce cas, et ce qui est une bonne chose d'ailleurs dans l'évolution de la situation économique, le cas dont nous parlons tous, a failli coûter au ministre sa place. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y avait pas évolué dans ce sens, pardon. Oui. Je voudrais juste préciser un point. Quand on parle de lutter contre la rente, il ne s'agit pas de lutter contre les bénéficiaires, entre guillemets, de la rente, mais contre le système de la rente. Donc, il ne s'agit absolument pas de taper sur les entreprises. Il faut remettre en cause les mécanismes qui, aujourd'hui, gèlent le développement économique. Exactement. L'idée n'est pas d'aller taper sur un groupe parce qu'on dit qu'il est entier. L'idée, c'est de changer les institutions qui permettent à un groupe ou à une entreprise d'être entière. Anis ou Ilyes, on ne s'est pas très bien compris. Moi, je suis bien évidemment sur le système. Ce que je suis en train de dire, c'est que les systèmes, je ne parle pas d'entreprise ni de groupe industriel, je les ai peut-être cités, mais je parle d'un système. Moi, je dis c'est très simple, c'est-à-dire que notre système, ou tout système économique a usé dans l'histoire, aujourd'hui et demain, de mécanismes de soutien sur la base, pour les entreprises et pour des secteurs, sur la base de critères clairs, transparents et simples, et que cette montée en puissance et la construction de champions nationaux ne peut pas se faire tout simplement sans soutien de l'État et sur la base de la règle de la concurrence. Donc, lorsque j'entends le discours de la Banque mondiale en disant, c'est une économie de rente, il y a effectivement des choses qui sont très importantes, mais la Tunisie, comme beaucoup d'autres pays, ont utilisé de mécanismes de soutien, d'appui au développement de secteurs. Là, la loi d'avril 72 a été une forme extraordinaire d'appui à son époque à un certain nombre de secteurs industriels. Donc, si vous voulez, la chose est beaucoup plus compliquée qu'on a tendance à le présenter. Et il y a cette dialectique et cette articulation entre soutien et concurrence qu'il faut prendre en considération. Oui, mais Hakim, la différence fondamentale, c'est est-ce que l'on a des règles qui s'appliquent sur la base de l'anonymat, entre guillemets, c'est-à-dire c'est la même règle pour tous. Si je décrète que tel secteur est stratégique, eh bien toute grosse entreprise de ce secteur bénéficiera de mon soutien.
on sait bien On est qu'aujourd'hui, d'accord, Elias. ça n'est pas le cas, ni dans l'accès au crédit, ni dans l'accès aux agréments, ni dans le… Donc, il y a vraiment des choses qui sont à revoir. Mais Absolument, non, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Voilà. L'idée n'est pas juste Oui, oui, l'idée n'est pas d'opposer soutien et besoin de concurrence. Le soutien, il doit être fait, comme l'a dit Silié, sur la base de l'anonymat, d'un voile d'obscurité. On ne sait pas à qui on aide avant. Quelque chose comme ça. Comme en Corée du Sud, vous avez cité l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud, elle a donné des prêts bonifiés en fonction des parts d'accès, des parts d'export, des parts de marché gagnées à l'export. Elle a donné, ce n'était pas telle entreprise, je vais te donner des prêts bonifiés, c'est n'importe quelle entreprise qui gagne des parts de marché à l'export a droit à des prêts bonifiés. Tout à fait. Et celle qui perd a des malus. Oui. Et oui, ça, on l'a vu l'année dernière, justement, c'est une règle de bonus-malus qu'ils ont instaurée en Corée du Sud. Et c'est ça qui a permis justement l'émergence de champions nationaux qui aujourd'hui dominent des marchés mondiaux. C'est justement le fait d'avoir fait jouer la concurrence entre eux et d'avoir soutenu en aveugle. Certains ont fini par être soutenus, d'autres ont eu des malus, mais sans que ça soit basé sur un critère de choix personnel, ça a été basé sur une règle claire sur laquelle que tout le monde pouvait voir et que tout le monde avec laquelle tout le monde pouvait jouer. Pas sûr. Ça n'a pas été appliqué à Nice dans toute le truc de la théorie dont nous parlons. Mais c'est vrai que la règle, c'est très simple. C'est l'État aide sur la base de ce qu'il considère comme étant les secteurs stratégiques. Il y a sa raison de ce point de vue, qui sont au cœur du modèle de développement, mais en même temps, dans la mesure du possible, essayer d'avoir cette clarté, j'aime bien rappeler, comme on est entre nous, une histoire qui montre au fait le temps perdu pour la Tunisie. Sidi Ahmed Ben Saleh, Rabbi Tawel fi Omro, m'a raconté une histoire. Il semble que le même ingénieur informatique, un ingénieur américain d'ailleurs, à l'époque on appelait électronique, pas encore informatique, qui est venu en 61 installer la première usine électronique au monde dans le cadre de la coopération américaine, c'était El Ethir. Ethir, début des années 60. Le même ingénieur a été installé à peu près la même usine électronique en Corée du Sud. Vous voyez, là où la Corée est et là où nous sommes aujourd'hui, c'est dire malheureusement ce que nous voulons, là je rejoins tout le monde, c'est que cette histoire économique a été probablement une histoire d'occasion perdue et manquée. J'espère que l'avenir sera aussi de rattraper un peu ce retard et de faire en sorte qu'elle sera une histoire de gain et de prospérité. Nous l'espérons aussi, Monsieur Benhamoud. Merci pour votre débat très intéressant sur l'économie de rente. Nous aimerions bien rester plus longtemps, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Maroua, je ne sais pas si tu nous entends. Je te passe la parole pour poser les questions à nos intervenants. Oui, je t'entends très bien Inès. Bonsoir à tous, bonsoir à nos intervenants, bonsoir Monsieur Zouedi, Monsieur Benhamoud, Monsieur Malakchi et Monsieur Zouini. On vous remercie pour cette qualité d'échange qui a suscité beaucoup de questions de la part de nos participants. Donc, je vais essayer de sélectionner rapidement quelques-unes et donc en fonction de leur pertinence. Je vais commencer avec la première question d'un spectateur anonyme qui dit « C'est quoi le programme de relance qui vous pouvez proposer, s'il vous plaît, sachant que le secteur de tourisme est très touché en 2020. » Donc, je vous laisse le libre choix de répondre sans désigner. Je pense, Monsieur Benhamoud, vous avez parlé de plan de relance sur 4 ans. Peut-être vous pouvez intervenir sur ce point. Merci. Moi, d'abord sur le secteur du tourisme, moi je pense que c'est vraiment c'est un énorme problème. C'est un énorme problème pour la Tunisie. C'est 400 000 emplois. C'est pratiquement 11% du PIB. Et moi, j'espère beaucoup de courage pour les entrepreneurs et les industriels du secteur. Mais j'ai bien peur que la saison soit une saison blanche ou une saison perdue. J'espère en tout cas que le tourisme intérieur, au cours des prochaines semaines, leur permettra
un petit peu de réduire le choc de la crise. Mais moi, vous savez, lorsque j'ai parlé je discute beaucoup avec la fédération, les responsables de la FTH, et moi, je vais vous dire, lorsque je parlais de la mise, il y a des conditions qui sont mises en place pour que les entreprises et les industriels bénéficient, je dirais, des aides et des appuis de l'État. Le secteur touristique est passé en 2016 par une crise liée aux attentats terroristes de Sousse et de Bardo, du musée du Bardo, par une crise probablement, peut-être pas aussi importante, mais par une crise importante. Et on a mis en place un plan de soutien du secteur touristique. Mais les conditions qui ont été mises en place pour ce plan ont été tellement restrictives que finalement, très peu d'industriels et très peu d'hôteliers, au fait, ont pu en bénéficier. Donc, je pense que c'est vraiment l'exemple type. C'est très bien qu'il ait été… Mais je pense aujourd'hui, nous avons besoin véritablement d'un plan de sauvetage de nos entreprises sur la base, bien évidemment, de critères clairs. Nice ou Liès en raison, l'exemple qui a été donné sur le montant des aides. Nous connaissons maintenant des expériences, l'expérience française, l'expérience marocaine, sur la base de 25% du chiffre d'affaires de ce qui a été fait l'année. C'est-à-dire, nous disposons aujourd'hui de critères objectifs qui nous permettent de mettre en place ces plans de soutien. Mais je pense que ça, c'est la première chose à mettre en place. C'est-à-dire que soutenir de manière forte, il ne faut pas que nos entreprises tombent. Il ne faut pas que le tissu économique que nous avons mis des décennies à construire, il ne faut pas, par cette crise, il faut que l'État soit là et que, comme l'ont dit beaucoup de ministres, tout doit être fait pour que et les entreprises restent en place et en même temps, les couches, nos frères ou des couches sociales les plus défavorisées soient également un moment de solidarité, non pas seulement de la part des entreprises qui donnent des coups fins, mais moi, la vraie solidarité dans les États modernes, c'est la solidarité prise en charge par l'État. L'État, c'est l'expression dans les sociétés modernes. L'importance de la modernité, c'est qu'elle a fait sortir la solidarité de son contexte familial et tribal à un contexte public où c'est véritablement l'État qui est en charge de la solidarité. Maintenant, sur le plan de relance, moi je pense que les secteurs sont clairs. Et la chance de la Tunisie, la chance extraordinaire de la Tunisie, c'est que nous avons des entreprises très dynamiques dans ces secteurs. Premier secteur, je pense, la digitalisation. C'est-à-dire, cette crise a montré une chose, le retard. Il faut qu'en Tunisie, on arrête avec un truc. C'est que on est les meilleurs. On est les meilleurs, on a tout fait. Il faut impérativement regarder plus. Moi, lorsque je suis sorti du gouvernement, très sincèrement, ce qui m'intéressait, c'est ce que je n'ai pas pu faire. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, je m'en foutais. Mais ce que je n'ai pas pu faire, qui jusqu'à aujourd'hui honte. Et c'est véritablement ça qui doit être la ligne de conduite des responsables de l'action publique. Ce que les mots que cette crise, que cette pandémie a montré. Et le mal le plus important, c'est le retard monstrueux. On a vécu sur un mensonge énorme. C'est le truc tunisien, comment il s'appelle, de digitalisation. Start-up, voilà. Pas le start-up, le truc sur lequel tous les gouvernements ont vécu. La digitalisation est en cours, on est en avance, etc. On est très en retard. Et véritablement, aujourd'hui, ça doit être… Et vous avez vu que pratiquement en 2 semaines, sous la contrainte, il y a le progrès qu'on a été en mesure de faire. C'est dire que les compétences existent. Donc, pour moi, premier secteur essentiel, ou première transformation, première grande transformation, pour utiliser les termes c'est véritablement la digitalisation. Digitalisation du pays, digitalisation de l'économie. Alors, l'IS a été ministre, c'est Abdelrazak Zoueri a été ministre. Jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai été au Rwanda. Je vais vous dire, moi j'ai été au Rwanda, Conseil des ministres au Rwanda, et ça je vous parle de 95, je ne parle pas d'aujourd'hui, 95, 96, après le génocide.
Conseil des ministres au Rwanda, pour moi, il y a des choses qui sont simples. Conseil des ministres au Rwanda, les ministres arrivent les mains dans les poches, ils s'installent derrière un ordinateur, ils ont accès à leur compte, ils ont leurs documents. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez à un conseil de ministres, vous partez avec 20 kilos de documents, de trucs, etc. Parce qu'on n'a pas encore, il y a un service aussi simple. Aujourd'hui, le moyen de communication le plus important, en Tunisie, entre administrations, c'est le fax. Je suis parti de Tunisie, je suis arrivé en France pour mon DEA et pour mon doctorat. En fait, le fax, ces derniers, donc je suis revenu, était fini le fax. Je suis revenu en Tunisie, fax, fax. Donc, c'est vous dire, on en rit, ça devient de la caricature. Mais en tout cas, le premier secteur le plus important, moi je pense, c'est la digitalisation avec tout ce que cela suppose. Deuxième secteur, pour moi, qui est très important, c'est toute l'industrie 4.0, c'est tous les nouveaux secteurs industriels où il faut développer. Chauffe, depuis 2011, on cherche, il y a eu je ne sais plus combien de ministres de l'industrie. On cherche à développer un plan émergence pour déterminer les 4 ou 5 secteurs sur la base desquels notre croissance sera construite. Chouf au Kadesh, ministre de l'Industrie, et on n'a toujours pas, pour la Tunisie, de secteur stratégique pour le développement industriel. Heureusement que nous avons des industriels entreprenants qui ont déterminé pour nous les secteurs sur lesquels nous disposons d'une compétitivité. Donc l'industrie 4.0, le secteur de la santé, bien évidemment, très important, et dans lequel nous pourrons jouer un rôle très important. Juste avant de finir, vraiment pour conclure, un de vos thèmes, Mourad, et l'équipe de Wahda, c'était sur l'avenir de la mondialisation. Oui, exactement. Je ne sais plus. Ça a été demandé par plusieurs participants. On parlait de la mondialisation et de la grande transformation de la chaîne de valeur. Ce que nous sommes en train de voir, en fait, ce n'est pas le Covid qui l'a. Le Covid, l'a accéléré. Mais la montée des guerres commerciales, des conflits commerciaux à partir pratiquement des conflits entre l'Europe et les États-Unis, le conflit entre la Chine et les États-Unis, au fait, ont eu des conséquences très importantes que nous n'avons pas vues en matière de restructuration de la chaîne de valeur. Les chaînes de valeur sont de moins en moins globales aujourd'hui et elles sont de plus en plus régionales. Elles sont de plus en plus régionales et donc il y a une relocalisation, pas sous forme de pays ou de nations, mais sur la base de la construction de chaînes de valeur régionales. Et nous avons la chance d'avoir cette place stratégique vis-à-vis de l'Europe et nous pouvons, je pense, jouer un rôle important dans cette nouvelle restructuration de la chaîne de valeur globale qui est en train d'être faite au niveau régional. Donc, la Tunisie dispose, aujourd'hui nous disposons, je pense, des compétences, nous disposons des industriels, nous disposons de l'intelligence. Ce qui nous manque, c'est un grand projet qui nous permet, je dirais, de nous inscrire et de nous projeter dans l'avenir. Oui, Anis. Juste une minute rapidement. C'est un point dont je voulais parler, mais vu que je ne prévoyais pas de parler d'économie de rente, mais le sujet m'y a obligé. Du coup, par rapport à la crise du Covid, là, il y a un très gros problème peut-être qu'on n'a pas touché et auquel il faut faire spécialement attention, surtout par exemple pour le secteur touristique, c'est le niveau d'endettement des entreprises. Les entreprises étaient déjà très endettées, le secteur touristique en particulier, et si on va les aider avec de la dette, on risque de les enfoncer peut-être un peu plus ou de juste retarder la mort. Si elles ne peuvent pas dégager de bénéfices, elles vont arrêter d'investir dans ces activités. Si tout va à du remboursement de dette, elles vont arrêter d'investir dans ces activités. Du coup, ça serait peut-être utile de proposer des schémas d'aide qui ne soient pas de la dette. Par exemple, un économiste du MIT a proposé un schéma que je trouve très intéressant, qui est un financement basé, par exemple, comme on a dit, sur les profits passés pour n'aider que ceux qui sont déjà rentables et pour ne pas aider des entreprises. Mais dont le remboursement ne serait pas
sous forme de coupons de dette, comme on fait d'habitude, mais qui serait par de la surtaxation. Au lieu de payer 20 ou 25%, ils paieraient 30 ou 35% des bénéfices. Donc, uniquement des bénéfices. Donc, ils ne paient que s'ils font des bénéfices jusqu'au remboursement de la dette. Et du coup, ça ne pèse pas sur les charges de l'entreprise. Ça n'arrive que sous forme de surimpôt sur les bénéfices. Et ça permet du coup de ne pas tuer les incitations des entreprises à continuer à investir dans leur activité, etc. Et je pense que là, on va avoir un réel problème. Ça, plus un autre gros problème qu'on risque d'avoir, c'est le niveau des faillites des entreprises. C'est très clair qu'on aura énormément de faillites d'entreprises. Déjà que le système actuellement de gestion des faillites des entreprises ne marche pas bien en Tunisie. Ça prend trop de temps, etc. Là, on va avoir un nombre très, très grand de faillites d'entreprises en même temps. Et du coup, ça va complètement saturer les tribunaux qui gèrent ces questions-là. Et c'est très important, les faillites d'entreprises dans ces moments-là, parce que ça permet en fait de réexploiter le capital qui existe, de racheter ces entreprises-là, et du coup de ne pas perdre des emplois et de ne pas perdre du capital. Si ce dossier est mal géré, on va avoir beaucoup plus de pertes que ce qu'on aurait pu avoir. Et du coup, je pense qu'il faudrait rapidement faire de nouvelles modalités pour permettre rapidement de gérer des dossiers de faillite, pour non seulement une reprise rapide, mais aussi en cas de liquidation rapide aussi. Sinon, ça risque vraiment d'être un gros goulot d'étranglement qui va nous faire perdre beaucoup sur le plan économique. Je vous remercie, Monsieur Benhamoud et Monsieur Malek, d'avoir évoqué ces sujets de la digitalisation, de l'industrie 4.0, du secteur de la santé, la mondialisation et en effet la taille de la dette des entreprises exerçant dans le domaine touristique ou aide à la faillite des entreprises. Donc, ça fait effectivement l'objet de plusieurs questions. Donc, je vous remercie d'avoir répondu déjà à ces questions qui ont été déjà posées par le public. J'ai maintenant une question qui s'adresse à Monsieur Jouini. Donc, c'est de la part de Mohamed Abbesi qui dit que les impôts n'ont fait qu'augmenter depuis 2011 sans efficacité. Les impôts en général et les impôts de solidarité sur le patrimoine en particulier seraient-ils encore une solution? Combien d'argent cela pourrait représenter par an en pourcentage des recettes fiscales, par exemple? Alors, plusieurs choses. D'abord, on est dans une situation, on l'a dit et redit, dans lesquelles les besoins en financement de l'État sont absolument gigantesques. Et ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant n'est qu'une petite partie de ce qui reste à entreprendre. Donc, là-dessus, il faut trouver des sources de financement. Donc, à partir du moment où on a dit ça, c'est soit de l'emprunt, soit de l'impôt. Enfin, j'ai essayé de l'expliquer dans ma présentation, mais il n'y a pas de secret, ou de la planche à billets. Et la vraie question, c'est qui on veut faire payer, in fine. Si c'est la planche à billets, ça veut dire qu'on veut faire payer les classes défavorisées. C'est un choix. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui que je recommande, mais c'est possible. Si on décide que c'est tel autre mécanisme, donc à chaque fois, la question est de savoir qui va payer. Maintenant, oui, jusqu'à présent, une bonne partie de l'argent public a été mal utilisée au cours des dernières années. Mais ce que je propose, c'est cet impôt de solidarité sur le patrimoine comme base d'un nouveau contrat social. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre sur la table un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas juste donner un chèque en blanc à l'État avec un financement à la clé, c'est redéfinir un certain nombre de règles de fonctionnement. Maintenant, combien ça peut rapporter? Selon les paramètres que l'on met, ça peut rapporter jusqu'à 3 milliards de dinars par an, ce qui n'est pas négligeable du tout, puisque actuellement, toutes les dépenses que l'on a projetées sur le plan Covid, c'est 2,5 milliards. Évidemment, ça dépend des paramètres, ça dépend des seuils, ça dépend des pourcentages, etc. Mais c'est plus d'ailleurs la symbolique, parce que justement, ça peut servir à répondre à un certain nombre d'attentes de la population et de montrer que l'on est prêt à revoir un certain nombre de règles du jeu, sachant que si ça va de pair avec une réduction de la rente, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'attaque pas aux entreprises qui bénéficient de la rente. Bien au contraire, le fait de revoir les mécanismes, c'est aussi
une manière de permettre aux uns et aux autres de jouer sur un terrain, vous excuserez le terme jouer, mais d'agir sur un terrain qui sera beaucoup plus ouvert à l'innovation et qui permettra aux entrepreneurs de réellement faire preuve de tout leur génie et non pas simplement de bénéficier de concours de circonstances. Merci beaucoup, Si Juini. On a maintenant une question Si Abdelrazek Zoueri de la part de Soufiane Ben Abizid qui dit que pensez-vous que la BCT doit inciter les banques à réduire leurs tarifs afin d'améliorer la bancarisation, attirer les acteurs de secteur informel et améliorer l'épargne nationale? Vous pouvez. Oui. L'animateur me coupe le micro, me coupe la vidéo. Je pensais que c'était intentionné, mais c'est rétabli maintenant. Hein. Merci. Vous pouvez répéter la question parce que je ne l'ai pas bien entendu. Vous avez été rapide. Bien sûr. Alors, c'est une question qui dit, pensez-vous que la BCT doit inciter les banques à réduire leur taux de tarif afin d'améliorer la bancarisation, attirer les acteurs du secteur informel et améliorer l'épargne nationale? Oh là là, c'est une thèse. Donc, ça va être… Peut-être sur le rôle de la BCT, en fait. Oui, vous pouvez juste nous répondre sur la partie BCT, parce qu'on a justement prévu des questions sur la… Pour moi, je suis peut-être un économiste orthodoxe. Si Hakim peut me taxer d'être orthodoxe. Mais pour moi, la Banque centrale, elle a deux rôles à jouer. Elle défend la valeur de la monnaie et elle assure la solidité du secteur bancaire. Donc, la politique monétaire, c'est ça. Donc, la politique monétaire, c'est fournir des liquidités au secteur bancaire pour qu'il puisse soutenir les entreprises, mais tout en assurant la solvabilité et la solidité des banques. Pourquoi? Parce que les banques maintenant vont peut-être avec les nouvelles mesures et avec les histoires de report, ainsi de suite, donc ça va se répercuter sur la gestion d'une banque, sur la gestion des banques, etc. Et nous avons, la Banque centrale doit jouer un rôle très important à ce niveau-là. Donc, toute mesure d'amélioration de la chose, et la Tunisie a un système bancaire qui est caractérisé par un nombre énorme de banques. Donc, le problème, ce n'est pas pourquoi le taux de bancarisation est faible, non pas parce qu'il n'y a pas assez de banques, le marché est ouvert, c'est parce que les agents économiques ne sont pas bancarisés et donc il faut absolument prendre des mesures. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord transformer la Poste en banque postale parce que la Poste a le réseau d'agences le plus développé sur le territoire national. Et donc, les effets de proximité vont jouer énormément. Donc, l'amélioration du taux de bancarisation passe par… ensuite, la concurrence, c'est elle qui va permettre d'abaisser. Ce n'est pas la Banque centrale qui décide du niveau. Je crois que là aussi, il y a un problème institutionnel qui fonctionne dans le secteur bancaire. On n'a pas le temps d'étayer tout ça, mais ce qu'a dit Anis Marek tout à l'heure, et j'ai vu son exposé sur YouTube aussi, dans le secteur bancaire, il y a énormément de problèmes institutionnels. Entre parenthèses, Raoult, les problèmes institutionnels, comme j'ai dit, institutionnels, ce n'est pas seulement l'histoire de l'économie de rente, c'est aussi les coûts de transaction. Les barrières à l'entrée, tout cela, il y a beaucoup de problèmes institutionnels qui se posent. Il y a des barrières à l'entrée, il y a la proximité du chef d'entreprise et du politique. Ça fonctionne énormément. Et donc, il y a derrière le terme institution, c'est au sens anglais du terme institution, c'est-à-dire l'ensemble des règles du jeu, des organisations, ainsi de suite. Donc, il y a un problème important. Donc, revenons à la Banque centrale. Je pense que la Banque centrale est en train de fournir les liquidités. Je vous rappelle qu'avant la crise, il y a une année, le refinancement des banques se fait à hauteur de 20 milliards de dinars. La Banque centrale a réduit
ce refinancement. Avant la crise, on était tombé à 11 milliards. Et moi, je pense qu'en 2020, on va revenir vers le niveau de 20 milliards. Donc, cela veut dire que la Banque centrale est en train de monétiser la dette publique parce que les banques, pour se refinancer auprès de la Banque centrale, utilisent les bons de trésor. Donc, mais ce n'est pas une monétisation directe, ce n'est pas un compte du trésor, mais c'est une monétisation qui passe par les banques. Bon, il y a un problème de taux d'intérêt, ça, on peut en discuter. Le spread, ça pose un problème parce que ça a permis à certaines banques aussi de faire des gains énormes. Donc, on peut traiter, mais je crois que le système doit fonctionner de cette manière et que le trésor public doit payer un taux d'intérêt sur sa dette. Parce que si le trésor public est un agent économique, c'est comme le ménage, comme l'entreprise, il doit, sinon c'est la porte ouverte à tous les déficits possibles et imaginables et à toutes les décisions qui vont, c'est-à-dire ça risque de déraper. C'est ça le grand problème à ce niveau-là. Donc la Banque centrale, c'est le gendarme du fonctionnement du système monétaire. On en a besoin, c'est le prêteur en dernier ressort. Si elle veut encourager les banques à accorder plus de crédit, elle va intervenir sur le marché monétaire, elle va refinancer les banques, comme pour les banques centrales, pour la BCE ou la Fed. Donc, elle refinance les banques et que les banques puissent utiliser toutes ces liquidités pour pouvoir aider les entreprises. Je crois que c'est ça le rôle de la Banque centrale. Les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant sont des mesures de la Banque centrale. Par exemple, il y a une mesure qui a été prise, vous savez qu'il y avait un ratio qui a été institué par la Banque centrale qui est L sur D, Loans on Deposits, qui ne doit pas dépasser 120%. La Banque centrale a reculé. C'est-à-dire une des mesures qui ont été annoncées par la Banque centrale, c'est de permettre aux banques de ne pas respecter ce ratio. Donc, ils peuvent aller vers un ratio beaucoup plus important. La Banque centrale aussi a pris une décision qui, à mon avis, est très importante, c'est la suppression de la distribution de dividendes. Et moi, je pense que pour les banques, et je pense que cette décision devrait concerner tout le secteur économique. Alors, comme on ne peut pas, la Banque centrale est l'autorité de tutelle des banques, pour les autres secteurs, on ne peut pas les obliger à faire cela, mais au moins, il faudrait faire comme en France. Les banques, les entreprises qui ont obtenu des aides du gouvernement n'ont pas le droit de distribuer des dividendes. L'éthique impose ça. Si une entreprise a reçu des aides et distribue des dividendes, il faut d'abord qu'elle rembourse les aides qu'elle a reçues avant de distribuer les dividendes. Cette année-là est une année qui, à mon avis, devrait être une année de non-distribution de dividendes de toutes les entreprises, parce que c'est cela qui va permettre aux entreprises d'avoir une meilleure solidité. Et puis pour les actionnaires, une année sans dividendes, bon Dieu, ce n'est pas la fin du monde. Surtout que les dividendes, quand ils sont distribués, ils sont utilisés dans des placements qui généralement ne sont pas des placements productifs. Ça va beaucoup plus dans le secteur immobilier qu'autre chose, et donc ou de la spéculation sur le marché financier. Et donc, j'appelle, le gouvernement doit lancer un appel à la responsabilité des actionnaires, de leur dire qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, cette année, ne distribuez pas de dividendes. Ça, c'est une mesure, elle a été prise par la Banque centrale pour les banques, mais c'est une mesure qui doit être généralisée. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Oui, il y a aussi Hakim qui veut aussi intervenir. Hakim, vous pouvez activer le micro, s'il vous plaît. Et très rapidement, comme on est entre nous, et ça, c'est des questions que je débat, ou je discute tous les jours lors de nos marches avec Sir Abdelrazak Zoueri. Et comme il l'a dit, on n'est pas d'accord. Et personne n'est arrivé à convaincre l'autre de la justesse de ses points de vue. Moi, je crois que ce qu'il a dit sur la Banque centrale est très, très important. Moi, la seule chose, c'est je pense que de toute façon, on va y arriver. Je pense que les besoins sont très importants. Ils demandent, je pense, un peu qu'on se libère un peu de l'attitude du bon élève. Moi, j'ai dit ce matin sur Mosaïque que nous nous plaisons en Tunisie dans l'attitude du bon élève. Je sais que je parle à la TUJ, où la TUJ, c'est de bons élèves, mais de temps en temps, c'est important aussi de sortir de cette attitude sur deux questions, notamment sur la question de la dette.
Je ne suis pas, bien évidemment, pour que du jour au lendemain, on annonce le non-paiement de la dette, mais de toute façon, je pense que pour 2020, cette dette sera difficile pour nous. Moi, ce n'est pas le volume, moi, c'est surtout en termes de liquidité et en termes surtout de service de la dette. Donc, je pense qu'il faut hausser un peu le ton, essayer de bénéficier de cette crise et des ouvertures qui sont faites un peu au niveau international. Et le deuxième point, c'est la Banque centrale. Pareil, moi, je pense qu'avant la fin de l'année, on y arrivera. La Banque centrale peut faire plus, elle peut financer, comme la BCE, comme beaucoup d'autres banques centrales, sortir de leur position traditionnelle et financer un petit peu de manière directe le budget de l'État. Là-dessus également, parce que comme on parle de bonne gouvernance et comme on veut éviter les rentes, y compris pour le secteur public, on dispose aujourd'hui de pratiques très très claires. Le Maroc aujourd'hui, la Banque centrale, Banque El Maghreb, finance directement le budget de l'État sur la base, je crois, de 25% des recettes budgétaires, des recettes fiscales de l'année passée. Donc il y a des choses qui sont simples, qui vont nous permettre à l'État. C'est très simple, on a besoin de 13 milliards de dinars, faites le tour de la question, on ne pourra pas les mobiliser de manière en suivant, je dirais, les choses traditionnelles. Il faut être novateur, il faut innover, il faut être inventif et il faut sortir un peu de notre confort et des mesures traditionnelles. Voilà ce que je voulais rajouter. C'est des thèmes que nous discutons tous les jours. C'est Abdelrazak. Oui, on peut avoir des points de vue différents, mais être copains. Ça, voilà. Les 13 milliards, surtout, je ne pas changer les choses. Les 13 milliards. Abdelrazak a été mon prof à la fac. Et aujourd'hui, prof un jour, prof toujours. Mais je suis très flatté par ça, par le fait que tu as été mon étudiant. Très flatté. Mais quand il يحضر في الكور وخذ bonne note quand même. C'est un garçon intelligent. Moi, ce que je dis, c'est que la Banque centrale est en train de le faire, mais via le marché monétaire. Est en train de le faire via le marché monétaire. La question qui se pose, une monétisation, c'est est-ce qu'il faut que la Banque centrale détruise ces titres ou pas? Moi, je dis que la destruction, c'est quelque chose de dangereux parce que le trésor public, il se finance gratuitement. Pourquoi pas les autres agents économiques? Pourquoi les entreprises? On ne fait pas profiter de cette décision les entreprises. Et donc, il faudrait que le trésor public sache qu'il doit rembourser et payer un intérêt pour faire tout pour réduire son déficit budgétaire. Si, à moins qu'on l'en dise, nous, le déficit budgétaire, on s'en fout. On peut passer à 10% de déficit budgétaire. On va avoir une politique monétaire mahloula. Et là, les conséquences économiques sur l'inflation, on va peut-être rentrer dans une spirale de stagflation, parce que si on va alimenter le marché par des injections de liquidités et qui donneront nécessairement une hausse du taux d'inflation, et si la production continue à être stagnante, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation de stagflation dont il sera très difficile d'en sortir. Donc, il y a des règles, ce que je dis, c'est qu'il y a des règles en économie. On peut avoir des idées innovantes, mais je pense aussi qu'il ne faut pas prendre des décisions qui, en apparence, sont des décisions sympathiques, qui peuvent résoudre le problème, mais qui pourront demain nous poser un problème. Voilà, c'est tout. Oui, mais demain, on fait la marche, Hakim, hein, on fait une marche demain. Hein. Oui, Anis, tu peux intervenir, vas-y. Sur la BCT. Rendez-vous est pris, c'est Abdelrazak. C'est Abdelrazak a tout à fait raison de dire qu'il y a un vrai risque d'aléa moral. Donner de l'argent aujourd'hui à l'État et détruire la dette, ça crée un vrai risque d'aléa moral de demain, à chaque petit problème, l'État va détruire la dette. Donc, moi, personnellement, je suis pour ce financement par la création monétaire sous deux conditions. La première, c'est que on arrive, je ne sais pas comment encore, mais à faire en sorte que ce soit vraiment exceptionnel et unique, parce qu'on a la plus grande crise depuis qu'on compte le PIB. Donc, si on le fait, il faut être sûr que ce soit unique et ce soit vraiment parce que c'est exceptionnel. Et le deuxième point, c'est par rapport à ce qu'a dit ici Elias, c'est que le risque, c'est pas le risque, mais l'effet immédiat de la création monétaire, c'est l'inflation. Et l'inflation, c'est qui la supporte? C'est les plus défavorisés.
Et donc, ça, c'est obligé que ce soit accompagné de mesures comme ce qu'a fait le gouvernement avec des distributions de cash directement pour compenser les ménages les plus faibles de cette sorte d'imposition cachée qu'est l'inflation. S'il n'y a pas de transfert direct qui accompagne cette création monétaire, alors on va vraiment mettre des gens qui sont déjà très défavorisés dans une situation encore plus défavorisée. Très bien, merci beaucoup. Merci pour tous vos échanges. Le débat était vraiment passionnant. On a reçu plusieurs questions, peut-être à peu près 200 questions qui ont été posées. Malheureusement, compte tenu du temps imparti, on n'a pas réussi à les poser toutes, mais on pense avoir traité vraiment les thèmes qu'on jugeait les plus pertinents. Donc, juste peut-être avant de conclure, est-ce que vous voulez prendre la parole pour le mot de la fin, rapidement, peut-être en 1 minute, en 30 secondes chacun? Qui veut prendre la parole? C'est pour vous dire merci beaucoup pour cette invitation. Pardon. Merci. Voilà. Merci à tous et Shahia Taïba. Un grand merci à tous. Merci. Merci. Dans tous les cas, tu rases ta barbe. Alors, on adore toujours en fait ces petites blagues, c'est assez drôle, ça attendit l'atmosphère. Nous, on a pris beaucoup de notes. Avec l'équipe, on va rédiger un document de synthèse, un article qu'on va publier sur la page de la TUJ. Donc, voilà, donc vous allez retrouver les principaux constats qu'on a eus, les principales solutions sur lesquelles nos intervenants ont pu évoquer pendant ce webinaire. Comme ça, il y aura vraiment de l'information concise, précise et qui sera disponible pour tous. Voilà, on vous donne rendez-vous aussi pour d'autres webinaires. Le prochain webinaire finance, ça sera sur la digitalisation. On va aborder le mobile payment et ça sera donc la date à confirmer peut-être la semaine prochaine. Mais voilà, restez informés de toutes nos informations via la page Facebook de la TUJ ou via la page LinkedIn. Voilà, merci beaucoup pour votre participation, pour vos interventions, chers intervenants. Et puis, voilà, Shahia Taïba à tous. Merci. Shahia Taïba. Merci, Shahia Taïba. Merci. Au revoir.